L'idée, effectivement, ça ne va pas être de vous parler de la restauration, de vous parler de comment réparer les murs de votre maison, ni de vous parler comment les pierres subissent les intempéries, le réchauffement climatique et tout ça. Ce seraient d'autres conférences. Aujourd'hui, ça va être une conférence assez large, partant du principe, voilà, que nous racontent les pierres de construction de Champagne, pour voir effectivement, nous, déjà, quand on est géologue et qu'on travaille sur les pierres du patrimoine, comment on pourrait essayer d'interpréter, d'analyser les pierres, et qu'est-ce qu'on peut en faire, et qu'est-ce qu'elles montrent. Et si on devait, de façon assez simple, expliquer l'intérêt d'étudier les pierres du patrimoine à des gens, qu'est-ce qu'on pourrait leur faire dire? Mais bon, déjà, elles ne vont rien nous raconter. Ce qu'il va falloir faire, c'est les faire parler, ces pierres, mais de façon... voilà, de façon tranquille, sans trop les traumatiser. En fait, on va surtout les lire. Plus que de les écouter nous raconter des choses, eh bien, on va lire les pierres. La chose dont je vous propose de parler, donc, eh bien, on va parler de plusieurs choses. Déjà, les pierres. Qu'est-ce qu'on trouve comme pierres? Est-ce que les pierres, c'est toujours les mêmes? Auquel cas, le vie du géologue est à peu près tranquille. Comment lire une pierre? Ça, je vais aller très vite, sinon vous venez vous inscrire à l'université de Reims et on a de très bons modules pour expliquer comment on interprète une pierre et comment on la lit. Des pierres pour quoi faire? Alors des pierres pour durer, pour construire, pour durer dans le temps. Des pierres pour faire beau, parce que je me suis dit que dans une belle conférence, dans une belle salle avec un grand écran, c'est toujours intéressant de montrer des belles pierres. Et puis ensuite des pierres qui voyagent. Alors les pierres, elles ne voyagent pas toutes seules avec leurs petites pattes. Généralement, on les a fait voyager. Donc, est-ce que les pierres, ça voyage vraiment? Est-ce qu'elles sont déplacées? Est-ce qu'on prend la pierre la plus proche du coin? Que nous prouvent les monuments? L'idée, c'est ça, c'est d'utiliser les pierres, notamment des monuments, et puis pour voir ce qu'elles ont à nous montrer, à nous prouver sur l'utilisation des pierres par l'homme. Puisque, en fait, le secret, c'est ça. C'est que derrière les pierres, il y a des hommes, et les hommes, ils ont fait des choix. Et donc nous, ce qu'on va essayer aussi d'interpréter dans cette conférence, de voir dans cette conférence, c'est pas un cours de géologie, un peu, mais pas trop. C'est surtout comment les pierres, qu'est-ce qu'elles nous montrent et comment l'homme, des fois, il s'est adapté ou pas, et quels sont les choix qui ont été faits. Et puis, donc, à chaque temps, ces pierres, je vous montrerai que là, c'est un peu un bilan de certaines études, mais comment à Reims, qu'est-ce qu'on voit sur les approvisionnements en pierres? Alors les pierres, elles sont un peu partout autour de nous, elles sont juste à côté de nous. Il y a un petit bâtiment qui s'appelle la cathédrale, que vous verrez ça en sortant, puisque l'image n'est pas tout à fait récente, mais c'est l'intérêt d'avoir des stocks d'images qui datent de plusieurs périodes. Puis des fois, on fait juste passer. Une personne normale, on va remettre entre guillemets, elle va juste passer, aller prendre son bus ou son tram, faire ses courses, et elle ne va pas avoir le nez collé contre les pierres, comme j'ai malheureusement tendance à le faire. Et donc, on va avoir des endroits où on va regarder les pierres. En fait, on va regarder les monuments, on va regarder les sculptures. La plupart des gens ne regardent pas les pierres, ils regardent le bâtiment, la construction. Et effectivement, après, les gens, des fois, passent et se rendent même pas compte que c'est pas la même pierre ou une pierre différente, ou la même pierre ou une pierre avec un autre usage, un bon usage de la pierre, un mauvais usage de la pierre, etc. Donc les pierres, elles sont là, et on est dans un pays, mine de rien, un pays de pierres. Alors, pays de pierre, il faut relativiser. On est à Reims. Reims, ici, dans la Champagne crayeuse. Donc Reims, vous connaissez très bien les caves, vous connaissez les crayères, soit pour y manger, soit pour y descendre, pour visiter les caves. Des fois, on descend plus facilement les caves que manger aux crayères, mais on est ici sur un substrat de craie. C'est-à-dire que sous nos pieds à Reims, c'est de la craie. Donc, si on construisait uniquement avec les matériaux de Reims, on construirait tout en craie. Point, barre, fini. Parce que, excusez-moi, si on regarde le contexte géologique de Reims, et si je vous faisais une coupe géologique rapide du contexte géologique à Reims, eh bien, j'ai au sommet de la craie altérée, avec plusieurs noms, graveluche, crayon, etc. Et puis en dessous, il y a de la craie, 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 il y a de la craie. Et si vous regardez cette figure-là, vous voyez qu'il y en a à peu près 650 mètres d'épaisseur. Donc globalement, 650 mètres d'épaisseur, on est largement dans des zones pas accessibles. Donc à Reims, de disponible, il n'y a que de la craie. Les bâtiments de Reims ne sont pas en craie, ils viennent d'autres endroits, d'un peu plus loin. Alors on peut regarder sur une carte géologique,
On s'aperçoit qu'il y a le mont Beru, le mont Massif de Saint-Thierry, la montagne de Reims. Et dès qu'on va dans ces zones-là, eh bien, on s'aperçoit qu'au-dessus de la craie, on a d'autres couches géologiques qui sont plus récentes. Elles datent du Cénozoïque, elles ont 65. Là, le Lutétien, notamment, dont on parle souvent, la cave aux coquillages, 45 millions d'années. Celle-là, elle en a 55, la craie, elle en a 80. Mais on est globalement avec des choses beaucoup plus riches. Et des fois, on a des calcaires, on a des meulières, on a des argiles. Et donc, on a des sables, on a d'autres matériaux de construction. Et il suffit donc d'aller autour de 5 km de Reims, il n'y a que de la craie. Donc Reims, c'est que de la craie sur 5 km à peu près. Et puis, si vous décalez, eh bien là où on est à 10-15 km, on a plein d'approvisionnements, des matériaux un peu différents. Donc, si on va chercher de la pierre un peu plus loin, on peut trouver autre chose que de la craie. Et comme les monuments ne sont pas en craie, ils nous prouvent que l'homme est allé chercher la pierre ailleurs. Alors, un exemple, pour vous montrer un petit peu qu'il y a de la variation dans les bâtiments. Je ne vais pas me limiter à Reims, je vais essayer de vous montrer des exemples qui viennent un petit peu. Il y a beaucoup d'exemples qui viennent de Reims, puis de temps en temps, je suis allé piocher sur d'autres choses. Là, j'ai pris la vallée de la Marne, et je remonte la vallée de la Marne, et on est pour l'instant ici à la limite, pas très loin de la limite du département de la Marne, c'est à Troissy. Et à Troissy, vous avez une porte fortifiée médiévale qui est préservée. Et en quoi elle est faite ? Elle n'est pas en craie, elle est en grès siliceux, très dur, et le sommet, qui a probablement été refait, il est en meulière. Pas un bloc de calcaire, pas un bloc de craie, uniquement du grès, uniquement de la meulière. Je me déplace un tout petit peu. Je vais à Damery. Là, un mur de l'église, elle aussi médiévale, eh bien, il n'y a presque plus de blocs de grès. Là, il y a un bloc de grès, là, peut-être celui-là. Il n'y a quasiment plus de blocs de grès. On s'est déplacé de quelques kilomètres et le mur, il est en meulière. Une autre pierre typiquement locale. Puis on voit apparaître des calcaires. On commence à voir apparaître des calcaires. Je me décale encore. Un des rares monuments historiques un peu anciens de la ville d'Épernay. Épernay est plutôt une ville 18e, 19e, 20e. Ici, cette porte, eh bien, elle est en calcaire, en calcaire, en calcaire, en calcaire et en calcaire. Et ce n'est même pas du calcaire qui vient d'Épernay, c'est du calcaire qui vient de plus loin. Mais déjà, on voit la différence, il n'y a plus que du calcaire. On se déplace encore un tout petit peu, on continue à avancer dans la vallée de la Marne, à remonter la vallée de la Marne, on est à Jalon. Et à Jalon, il y a une magnifique église qui nous montre ce que j'ai appelé des calcaires sableux, donc c'est des calcaires très tendres qui viennent de la montagne de Reims. Là, vous avez de la meulière. Un calcaire blanc, je ne suis pas allé l'étudier, donc je ne peux pas vous dire d'où il vient. J'ai ma petite idée, mais celui-là, en haut du clocher, je ne l'ai pas vu, j'ai vu ceux du bas. Donc ceux-là, c'est plutôt du calcaire, plutôt qui vient du Mont-Aimé. Et puis de la craie. Donc là, déjà, plein de matériaux. Plus de matériaux, des matériaux plutôt locaux, des matériaux un peu importés. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec l'autre bâtiment. Puis si on continue à se déplacer, on dit, après, c'est simple, c'est la Champagne crayeuse. À partir du moment où vous êtes sur la Champagne crayeuse, il n'y a plus que de la craie. Un exemple, la basilique de l'Épine. La basilique de l'Épine, c'est du calcaire, du début jusqu'à la fin. Toutes les sculptures sont en calcaire, la base est en calcaire et tout est en calcaire. Ce n'est pas un calcaire local, puisqu'on est sur la craie. Donc ce calcaire, il a été apporté par l'homme. Donc vous voyez qu'il suffit de se déplacer dans une région pour se rendre compte que suivant les choix, suivant les périodes historiques, des fois on a des choses qui sont un peu différentes. J'ai essayé de prendre du Moyen-Âge là. Eh bien on a déjà des choses assez différentes. La question c'est comment le géologue va réussir à... Qu'est-ce qu'il va se poser comme question quand il va lire une pierre ? Alors ça c'est aussi un peu mon point de vue à moi. Tous les géologues ne feront pas forcément la même chose. Moi je considère qu'effectivement il faut lire une pierre avec différents niveaux d'information. Une pierre, c'est plein d'informations. Par exemple, là, on est sur la basilique de l'Épine. Ici, on est sur une pierre qui est utilisée pour de la statuaire, pour du décor. Il est donc un peu logique d'avoir une pierre un peu différente pour, par exemple, les murs, l'élévation, les soubassements. Donc déjà, il faut déjà se poser la question dans un bâtiment, dans un mur, à quoi sert la pierre ? Quand on regarde justement,
quand on regarde ces pierres, on s'aperçoit que la pierre utilisée pour la statuaire, elle est fine et homogène. Et on s'aperçoit que la pierre utilisée pour construire le mur, elle est grossière et homogène, et hétérogène. Regardez ici un gros bloc. Si on voulait faire une sculpture là-dedans, on serait bien embêté par ce gros bloc. Donc, on est un petit peu embêté pour ça, et on s'aperçoit qu'ils ont quand même sélectionné les pierres. Ils ont pris des pierres plus fines qui se taillaient bien, qui étaient bien homogènes pour la statuaire, et puis les blocs qui sont moins homogènes, on va pouvoir en faire des choses où on a besoin de moins tailler dedans. Ce calcaire, eh bien, en fait, que ce soit la première photo ou la deuxième, c'est la même provenance, quasiment la même provenance. C'est de la pierre, ce qu'on appelle nous un calcaire oolithique, c'est ce qu'on appelle la pierre de Savonnières. Et cette pierre de Savonnières, elle peut présenter comme ça des petits litages faits par les tempêtes. Ce bloc-là, c'est probablement un bloc qui a été fragmenté lors d'une tempête au Jurassique supérieur et qui s'est déposé au fond de la mer, une mer très peu profonde. Et puis, on peut regarder aussi ce qui est devenu la pierre. Par exemple, quand on veut travailler avec la restauration. Donc là, on va regarder perte de matière. Les visages, ils n'étaient pas comme ça avant. À mon avis, ils n'étaient pas comme ça avant. Je ne suis pas spécialiste d'histoire de l'art, mais les visages, ils n'étaient pas comme ça avant. Puis, une des particularités de la basilique de l'Épine, c'est un très fort recouvrement avec des micro-organismes. Et c'est vraiment une plaie sur ce monument-là. Et ça a déjà été éradiqué plusieurs fois, et les micro-organismes reviennent. Donc là, tout un développement de micro-organismes sur les parois. Et puis, on peut aussi voir l'âge de la pierre. On peut se poser la question, est-ce que les pierres des Romains, par exemple, sont les mêmes que les pierres au Moyen-Âge? Est-ce que les pierres au XIXe siècle sont les mêmes que les pierres des Gaulois? Vous direz, les Gaulois, ils ne construisaient pas en pierre. Non, ils utilisaient la pierre quand même, ils faisaient des meules, ils faisaient des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'ils construisaient en bois. Donc, on va regarder l'âge. Et un âge pour un géologue, moi, mon âge pour un géologue, il est là. C'est-à-dire, pour moi, quand je vois la pierre, je fais, je connais son âge, Jurassique supérieur. Si vous êtes un spécialiste du bâtiment, vous direz Moyen-Âge, allez, XIIIe siècle ou XIVe siècle, etc., etc. Donc l'âge, c'est aussi deux choses. Vous avez l'âge de la roche, Jurassique supérieur, 150 millions d'années, blabla, ou alors l'âge de la construction. C'est-à-dire quand la pierre a-t-elle été récupérée, quand est-ce qu'elle a été mise dans le monument? Puis après, vous avez l'âge des restaurations. Quand est-ce que la pierre a été restaurée? Puis quel dommage elle a subi au cours du temps, etc., etc. Donc on pourrait très bien avoir l'histoire de la pierre, l'histoire du monument qui se lirait dans le matériau. Et puis quand on travaille sur un monument, c'est gentil, mais on travaille à quelle échelle? Je travaille sur quoi? Alors là, j'en ai pris un au hasard, la cathédrale, qui est juste à côté. Donc ça, c'est la cathédrale. C'est ce que vous allez voir en sortant. Ça, c'est un mur de la cathédrale. Donc nous, on l'a étudié, ce mur, on a étudié chaque pierre après pierre, et on a fait un dessin, un calpinage, et on a identifié chaque pierre sur 25 mètres de haut, ça c'est les travaux du chevet. Puis après, on peut s'intéresser à un élément particulier, puis prendre du temps, l'étudier dans le détail, faire un peu comme font les gens des musées ou des laboratoires spécialisés. Puis on peut travailler encore plus précisément. Vous avez cette statue, là j'ai fait un zoom, moi, voilà mon outil de travail quotidien quasiment. C'est la petite loupe comme ça, x10, et c'est avec ça que je me balade sur les monuments. Et je les regarde, et je vais regarder les fossiles, je vais regarder les grains, je vais regarder les inclusions, parce que c'est ça qui va me permettre de dire de quelle pierre il s'agit. Parce que je n'ai pas le droit de le casser, lui, je n'ai pas le droit de faire de prélèvement, en fait. C'est aussi pour ça. Si j'avais le droit de le faire d'un prélèvement, je le casserais en deux, je ferais une lame mince, et je la regarderais au microscope. Mais dans la plupart du temps, on n'a pas vraiment le droit de faire des gros prélèvements sur les statues, surtout une belle statue comme ça, 13e siècle. Revenons à la basilique de l'Épine. Alors là, j'ai un peu triché, j'ai pris des pierres de la basilique, et puis ça, c'est un site archéologique que j'ai étudié à côté de Châlons-en-Champagne, et ça, c'est la lame mince qui a été faite dans l'échantillon-là, mais c'est la même roche. Alors, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que cette roche est un calcaire avec des petits grains tout ronds. Ces petits grains tout ronds, les géologues vont les appeler des zoolites. Et puis celles-là, elles sont creuses. D'ailleurs, pour vous montrer la porosité, on l'a colorée en bleu. Et donc tout ce qui est du bleu, en fait, c'est de la porosité. C'est une roche très très poreuse, très légère, qui se taille très très bien. Mais ce qui est génial pour moi, géologue, c'est que cette pierre-là, dès que je la vois, je sais d'où elle vient, parce qu'elle est assez unique. Elle n'existe que dans une ou deux régions. Donc c'est un calcaire oolithique, les oolites sont creuses, c'est un calcaire très particulier qu'on appelle l'oolite vacuolaire, et c'est la pierre de taille de type savonnière. Et savonnière, ça vient d'où? Savonnière, c'est là. C'est-à-dire, les anciens appelaient ça la pierre de Saint-Dizier. Dans les textes médiévaux, dans les textes 19e, etc., on voit importation de pierre de Saint-Dizier.
Alors pourquoi Saint-Dizier? Parce qu'à mon avis, c'est simple, c'est le port. La pierre arrive là, elle est chargée à Saint-Dizier, et elle arrive par la Marne. Elle est déchargée ici, M. Ravaud de Châlons l'avait bien montré, et elle est utilisée jusqu'à la basilique de l'Épine. 85 km de distance. On est au Moyen-Âge. Donc vous voyez, quand on veut, on peut. Je veux faire venir de la pierre d'un peu loin, je fais venir de la pierre d'un peu loin. Toute la basilique de l'Épine est construite avec les pierres qui viennent de là. On peut donc travailler à l'échelle du bâtiment. Alors je vous en montre deux pour les comparer. À Reims, on prend voilà, la cathédrale, la Porte de Mars. Porte de Mars, au moment des travaux du service archéologique de Grand Reims, sur lequel on avait effectivement été invité à travailler pour étudier un peu les pierres des tranchées trouvées là. Et après, il y a eu une thèse de doctorat, présentée d'ailleurs dans une conférence Eureka précédente, Mars alors, qui a été consacrée à l'étude des pierres de ça. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder quand on regarde un monument en entier? Quand on regarde un monument en entier, mais il faut se dire qu'un monument en entier, ce n'est pas tout simple, un monument, mais qu'il y a des principes architecturaux, et que ces principes architecturaux, parfois, ils ont guidé le choix de la pierre. On a de la pierre pour les parties basses. Les parties basses, c'est ce qu'on appelle les soubassements. C'est souvent une pierre différente du reste, une pierre résistante, une pierre peu poreuse, une pierre qui ne laisse pas remonter l'eau du sol, c'est-à-dire une pierre non capillaire. Et puis, vous avez des pierres là qui peuvent être plus tendres, qui se sculptent un petit peu mieux. Eh bien, ça va être l'élévation. J'ai mis en partie antique, parce que l'étude du monument montre qu'à peu près la moitié des blocs sont de l'Antiquité, la moitié des blocs ne sont pas de l'Antiquité, mais plus tardifs. Et puis les parties hautes, bon, les parties hautes, c'est simple, hein, je peux vous les montrer là. Hein. Là, il n'y a pas un bloc de pierre qui date de l'Antiquité, surtout sur cette façade-là du monument. De l'autre côté, il y en a un petit peu plus. Et puis le couronnement, bah ça c'est le couronnement qui a été construit là, récemment, quand il y a eu les premiers échafaudages et le premier bâchage. Donc ça a 3 ans, quoi, à peu près. Donc il est évident que quand on étudie les pierres, il est logique de trouver des pierres différentes dans ces 4 parties coloriées ici. Ce qui va être un peu illogique par contre, ça va être de constater qu'il y a plusieurs pierres dans chaque zone. Et là, il va falloir l'expliquer. Après, donc là, Sébastien qui est justement en train d'étudier la Porte de Mars, la photo qui a servi pour la statue qui a servi pour l'affiche qui présente la conférence. Donc là, on voit même la pierre, puisqu'une petite partie qui est cassée. Et on voit effectivement... Alors là, on est à plus de 20 mètres de haut, hein, au niveau du chevet de la cathédrale. Donc c'est une statue qu'on voit à peine, en fait. Elle est magnifique, avec son front plissé, là, on se demande s'il est triste ou pas. Et en fait, voilà, faut vraiment faire le tour. Et vous pourrez peut-être la voir si vous savez un peu. Puis quand on regarde donc la pierre, on peut regarder plus précisément. Et on voit que c'est une pierre très coquillère, typique de la cathédrale de Reims, alors que sur la Porte de Mars, eh bien, on a une pierre différente. Alors après, justement, maintenant, le géologue, son boulot, ça va être de montrer c'est quoi la pierre, de quoi elle est faite. Alors on va essayer d'identifier, par exemple, des petits fossiles. On va regarder s'il y a des fossiles, et si les fossiles nous permettent d'avoir un âge, une provenance, une profondeur, essayer d'avoir des choses. Donc là, il y a des coquilles de bivalves, ça va être ici des huîtres. Puis là, vous avez des gastéropodes. Et puis là, vous avez des fragments d'étoiles de mer. Donc comme ça, on arrive à faire la liste de tous les fossiles présents dans la roche et d'essayer d'aller un petit peu plus loin pour savoir de quoi elle est faite, cette pierre. Puis on va la regarder au microscope. Là, on avait le droit de prendre des cailloux, prendre des bouts. Donc, on a échantillonné et puis on voit qu'il y a 2 pierres très différentes. Alors, très différentes, oui et non. Elles sont en fait pas si différentes que ça, parce que si on regarde les fossiles, ici c'est un microfossile qu'on appelle une miliole, là il y a la même, là il y a la même, là il y a à peu près la même, là il y a un fossile qu'on appelle Orbitolites, qui est là, Orbitolites complanatus, il est là aussi, il est là aussi, il est là aussi. Bref, c'est la roche qui contient au final les mêmes microfossiles qui n'ont vécu qu'à une petite période de l'histoire de la Terre, et donc c'est à peu près la même couche géologique. Trouver ce fossile-là dit qu'on est dans le Lutétien. La pierre de Paris, celle qui fait Notre-Dame de Paris, celle qui fait plein de monuments dans le centre du bassin parisien. Donc là, on sait qu'on est dans les calcaires à millioles. Par contre, quand on regarde la pierre de l'Antiquité, qui est celle-là, et la pierre de l'époque médiévale, on se rend compte qu'elles n'ont pas du tout le même aspect au microscope, qu'elles n'ont pas du tout le même aspect à la loupe, et que quand on va sur le terrain, quand on va chercher les carrières, on s'aperçoit qu'on retrouve à peu près ce que disaient les érudits du XIXe siècle.
La pierre de la cathédrale, elle vient d'assez près de Reims. C'est un peu la pierre d'Hermonville, par exemple, qui était le texte souvent cité au 19e. Et puis c'est la pierre de Courville, par exemple, qui est citée, qui est par là. La pierre de Branscourt, qui est par ici. Et puis vous avez un autre groupe de pierres, de l'autre côté par là, qui montre qu'effectivement, on est plutôt avec ces pierres-là. Donc la pierre de Colligis, de Vendresse, etc. Donc la pierre romaine ne semble pas être tout à fait la même que la pierre du Moyen-Âge. Alors pourquoi différentes pierres? Ça, c'est si vous allez à l'hôtel de ville d'Épernay, vous verrez ces magnifiques dallages avec une bonne vingtaine de marbres différents. Je pense que jamais personne ne les a étudiés. Peut-être un jour si on s'ennuie. Alors pourquoi des pierres différentes? Alors des pierres pour durer. Parce que quand on construit en pierre, donc ça c'était une expérience de vieillissement de différentes pierres de taille, de la pierre de Langres, de la pierre de Courville, de la pierre de Don-Ménil, de la craie, etc. Et on les avait laissés vieillir avec le laboratoire des monuments historiques plusieurs années, au sommet de la cathédrale de Reims, au sommet de la cathédrale de Langres, et on a regardé comment elles vieillissaient. Alors les pierres, on utilise les pierres parce que les pierres, ça dure dans le temps. Je ne vous ai pas mis une photo de la pyramide de Khéops, parce que j'ai trouvé que c'était trop facile. Dire que les pierres, c'est pour durer très longtemps, oui, il y a des pyramides, il y a plein de bâtiments qui nous montrent que quand on construit en pierre, on est sur des pierres avec plusieurs cycles de vie, plusieurs siècles de cycles de vie. On n'est pas sur des durées de vie de 10-20 ans, comme on fait à l'heure actuelle sur certains matériaux. On est sur plutôt 2, 3, 4, 5 siècles. Et même des calcaires tendres, par exemple sur l'église de Besanne. Il suffit de regarder les graffitis des gens. Les graffitis des gens, ceux-là, graffiti 1738, 1758, 1800. Là, on est sur l'église de Trépaille, un graffiti de 1729. C'est pas bien de faire des graffitis. D'accord ? Mais quand ils sont très vieux, ils deviennent intéressants. C'est un peu comme moi, Victor Hugo, je suis passé ici, sur le donjon de Sémon, par exemple. Vous avez un graffiti Victor Hugo. Ou moi, Olaf, machin truc viking, je suis arrivé au Colisée. Ça fait partie des choses qui deviennent des... Mais c'est pas bien à la base. Mais eux, ceux-là, ils peuvent être au final des éléments historiques intéressants. Et on s'aperçoit que cette pierre très tendre, plutôt un peu nulle, eh bien, elle a bien tenu et qu'elle est déjà là depuis au moins avant 1700 quelque chose. Et ça, c'est Reims. On est ici sur une vue de comment étaient, vers 1850, les remparts du XIVe siècle à Reims. Bon, ils ont souffert, probablement. Ils avaient été beaucoup abîmés, mais ils étaient encore là. Donc, les monuments en pierre, les différents monuments en pierre de la ville de Reims, vous prouvent que la pierre est là pour durer. Elle est tellement là pour durer qu'elle est encore là. Voici, par exemple, la porte de Mars médiévale, qui était dans l'enceinte médiévale de Reims, telle qu'elle est dessinée par Macquart, où les aquarelles de Macquart, elles sont à la bibliothèque Carnegie, elles appartiennent à la ville de Reims. Et là, voilà ce qui a été retrouvé par les archéologues au niveau de la place du Boulingrin. Vous savez, le futur musée des Beaux-Arts, qui va être en fait le musée des Beaux-Arts qu'on va refaire. Il avait été projeté de faire un musée là-bas. Une étude prospective a été faite. Ce n'était pas vraiment une fouille. Et regardez la taille des vestiges qui ont été découverts. Il y a des magnifiques vestiges que vous ne verrez pas parce que maintenant c'est tout rempli de sable et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on les reverra. Mais la pierre, il y a des endroits, elle est parfaitement conservée. Donc la pierre, c'est là pour durer. Après, il faut que ça dure, mais pour que ça dure, il faut déjà faire attention à ce qu'on fait. Et on ne fait pas n'importe quoi avec de la pierre, on utilise la pierre en fonction de ses compétences. Si on regarde l'église de Machaut, dans les Ardennes, on s'aperçoit que les murs, certes, sont en craie. L'élévation des murs est en craie, ça ne pose aucun souci. Par contre, vous avez des zones entières, les piliers, je les appelle des piliers, on pourrait les appeler des chaînages, etc. Et puis là, vous voyez qu'il y a un peu de restauration quand même. Et surtout, le soubassement, eh bien, les encadrements des fenêtres ne sont pas en craie. La craie ne convient pas à cette tâche, elle s'altère trop vite. Si vous voulez avoir un bâtiment qui casse tout de suite, vous mettez la craie en soubassement et puis après, on n'en parle plus de votre mur. Donc la pierre, ça ne s'utilise pas n'importe comment. Et c'est au point où on s'aperçoit que c'est des règles. Quasiment toutes les églises, les bâtiments, tous les bâtiments bien faits respectent les mêmes règles. On utilise une pierre pour les soubassements, une pierre pour les chaînages d'angle, une pierre pour les cadres, une pierre pour les piliers, une pierre pour l'élévation. Puis on peut pousser plus loin, Une pierre pour les marches, une pierre pour les bandeaux, une pierre pour les corniches. Chaque fois dans l'architecture, il y a des pierres qui conviennent et des pierres qui ne conviennent pas. On peut mixer aussi avec d'autres matériaux. On peut mixer avec la brique. Ça, c'est le musée d'Épernay. Je vous conseille d'aller le visiter pour ceux qui ne l'ont toujours pas visité. Vous ferez une rencontre avec un géologue champenois et une très belle salle avec plein de fossiles, puis plein de trucs au niveau de l'archéo.
Et puis là, c'est Champignol-Champagne, un mur typique de la Champagne crayeuse, avec des blocs pour éviter que la craie soit dans les soubassements, de la craie, et tout le reste, c'est de la terre crue. La terre crue, c'est un matériau essentiel en Champagne crayeuse. Et là, vous avez un magnifique mur en terre crue, bon, restauré à coups de béton, enfin de parpaing ici, mais malheureusement, on n'a plus de fabrication de terre crue dans la région, on est un peu obligé de faire ça. Donc on peut mixer avec d'autres trucs. Et on va mixer partout comme ça, c'est-à-dire la craie ne convient pas pour les fondations de murs. Donc la craie, par exemple, il n'y a pas de craie sur l'église ici, les soubassements de l'église de Neuflise. Ici, c'est pas loin du bord de la rue du Barbâtre, les Champagnes-Martel, murs en craie, un des rares beaux murs en craie encore à Reims. Eh bien, les soubassements, ils ne sont pas en craie. La craie, déjà, ça le tire beaucoup. Vous voyez que la zone ici, elle est toute altérée avec cette horrible restauration en ciment qui a aggravé l'altération du mur. Mais si jamais vous allez passer dans cette petite ruelle, si vous passez dans la petite ruelle là, intéressez-vous à la zone qui est ici. Vous ne l'abîmez pas, hein, c'est le seul qui existe. Je vais vous montrer ce qu'il y a. C'est le seul bloc comme ça qu'on a trouvé dans Reims. Mais voilà à quoi ressemble le bloc. C'est le seul bloc qu'on connaît avec un bloc de craie. Et dedans, vous avez un magnifique rostre de bélémnite, qui est typiquement le fossile marqueur de la craie de Champagne. Alors c'est ça. C'est globalement un os de sèche. C'est globalement un os de sèche. Les bélémnites, ils ont vécu au Jurassique, au Crétacé, et ils sont typiques de la craie champenoise. Et ça, donc, on a un magnifique rostre de bélémnite dans le mur des Champagnes-Martel. Et puis, tout ce que je viens de vous dire, des fois, c'est pas vrai. Parce qu'il y a certaines pierres, on peut tout faire avec. Alors après, il faut être un peu ingénieux. Hein. Bon, après, vous ne ferez pas l'ange au sourire ou vous ne ferez pas de la sculpture magnifique avec de la meulière, certes. Mais vous pouvez faire des soubassements, des bandeaux, des corniches, des encadrements, de tout ce que vous voulez. La meulière, c'est un peu increvable, ça résiste à tout, ça supporte toutes les charges. Et si vous arrivez à sculpter la meulière et à la tailler pour faire des blocs, vous faites un bâtiment entièrement en meulière. Et Saint-Martin-d'Ablois, au sud d'Épernay, c'est un peu le pays de la meulière. Il y avait des carrières de meules, il y avait plein de choses. Et bien donc, ici, tout est en meulière. Donc vous voyez que ça marche dans ce que j'ai dit, mais des fois, en fait, ça ne marche pas. Des pierres utilisées pour faire beau. Alors vous me direz, c'est pas très beau. Ben ouais, c'est pas très très beau. Celui-là, il est très altéré. C'est Notre-Dame-en-Vaux, à Châlons-en-Champagne. Donc on peut avoir des pavages, et on sent bien que là, les pavages, ils n'ont pas été choisis au hasard. Il y a des motifs qui ont été faits. Donc ça, c'est la cathédrale de Châlons. Ça, c'est Notre-Dame-en-Vaux. Et on voit bien qu'ils ont choisi trois types de calcaire marbrier belge. Et ici, il y a 3 types de calcaire marbrier belge, plus du marbre blanc qui vient de je ne sais pas où. Donc, peut-être du Carrare, peut-être d'autres choses. Et donc là, on voit qu'il y a des motifs qui ont été faits. Et donc là, on est typiquement dans des choix esthétiques. On ne va pas s'embêter à faire ça s'il n'y a pas une raison esthétique derrière. Donc non seulement on va utiliser de la pierre, mais si en plus ça peut être un petit peu beau, puis là, c'est la pierre ornementale, eh bien, ça va le faire. Donc pareil, pour la pierre, pour la sculpture, on ne va pas utiliser n'importe quoi. Pour la pierre, par exemple, de la cathédrale de Reims, eh bien, systématiquement, on va retrouver cette pierre qui, quand je fais une cassure fraîche, montre plein de fossiles. Mais quand la pierre elle est encore fraîche, elle se taille extrêmement bien. Et les tailleurs de pierre sont capables de faire des boucles extrêmement travaillées, des visages magnifiques, avec une pierre qui, au final, est quand même assez hétérogène. Mais parce que les coquilles, elles sont très fines, et les coquilles, surtout, elles sont très tendres, et elles ont la même dureté que la roche qu'il y a autour. Donc le marteau, il passe là-dedans, pas comme dans du beurre, hein, mais il passe dedans très facilement. Et puis, il y a d'autres choix qui ont été faits. Là, on est à Saint-Rémy. On est à Saint-Rémy, l'abbaye, le cloître, pas le cloître, c'est la salle capitulaire, excusez-moi, j'ai fait une bourde. Dans la salle capitulaire, et là, on a un calcaire qui n'est pas le même que dans la sculpture gothique. Et puis des fois, on a des surprises. Basilique de Reims, un magnifique granit. Du granit à Reims, alors les affleurements les plus proches de granit de Reims, c'est les Vosges, c'est le Massif central, c'est la Bretagne. Là, il faut quand même le vouloir, hein. Surtout que cette colonne-là, elle est monolithique, elle fait à peu près 4 mètres de haut. C'est une colonne monolithique massive de granit. Alors, les granites, il y a un collègue qui s'appelle Pierre Rochette, qui a étudié tous les granites qu'il a pu trouver, surtout dans le sud de la France. Et il est même venu voir les colonnes de Saint-Rémy.
Et il a prouvé, il a montré avec une méthode de susceptibilité magnétique que le granit de la colonne de Saint-Rémy, c'est du granit de Troade, de Troade. Je ne sais pas comment ça se prononce. Alors on le connaît bien, ce granit de Troade. Ce granit de Troade qui est là, regardez, les colonnes, elles existent encore. On a quasiment les mêmes colonnes qui sortent de la carrière. Et vous avez les carrières romaines, donc ce sont des carrières romaines, qui ont fourni des colonnes monolithiques de plusieurs mètres de long. Et donc, Troade, c'est là. C'est une province où il y avait une ville qui s'appelait Troie, pas loin d'ailleurs. Donc voilà, Troie, c'est quand même assez lié. Donc c'est en Turquie. Donc la colonne en granit de la basilique Saint-Rémy vient de Turquie. Donc on se dit, les moines, ils sont allés chercher des granites en Turquie. Non, eux, ils sont pris beaucoup plus proches. C'est les Romains qui ont fait venir le granit de Turquie. Donc, parce que les carrières, elles ne fonctionnent qu'à l'Antiquité. Donc on a des colonnes importées par les Romains jusqu'à Reims, et ensuite, on les a récupérées pour s'attribuer peut-être un peu du prestige, puis en plus, ça claque quand même. Donc, c'est beau. Donc, on a effectivement ce qu'on appelle des spolias, ce qu'on appelle du remploi, et on utilise des magnifiques colonnes romaines. Et puis là, regardez, c'est assez impressionnant de voir qu'on a des carrières encore visibles comme ça de nos jours. De nos jours. J'espère qu'elles y sont encore. Après, la question justement, et c'est là-dessus que je vais commencer à finir de dérouler mon fil. Donc ça, c'est dans la fouille archéologique des anciennes Saux-Catrem, où il y avait un calcaire avec des magnifiques empreintes de petits gastéropodes, des approvisionnements qui changent au cours du temps. Ça, c'est ce qu'on constate. Ensuite, je ne suis pas archéologue, je ne suis pas historien. Donc ce n'est pas à moi d'expliquer pourquoi les gens ils sont allés chercher un coup là, un coup là, un coup là. Moi, je leur montre, je leur prouve, et les archéologues, les historiens, ensuite, c'est à eux de bosser. Mais ils bossent bien, généralement. Donc, si on regarde, par exemple, les pierres de la rue Belin, un magnifique ensemble de pierres en remploi sur des puits qui ont été creusés à 15 mètres de profondeur, tout effectivement cuvelé avec des blocs où les Romains avaient, c'était des blocs romains, retaillés par les Romains pour un puits pour des Romains. Et ils ont protégé la statuaire, en fait, parce que ça allait déranger un peu pour le puits. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis les parties sculptées contre la paroi et ils ont fait leur puits comme ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous tapez rue Belin, archéologie, machin, sur Internet, vous verrez. Ces pierres elles sont conservées en ce moment dans un dépôt de service archéologique de Grand-Reims. Quand on les regarde, moi j'aime bien la stèle funéraire de l'enfant à l'oiseau. Bon, on n'a pas la partie haute. La partie haute, elle n'a pas été retrouvée. Eh bien, on voit qu'il y a un ch'ti fossile qui est là, et puis il a le même. En fait, il n'y a pas les fossiles, il n'y a que les empreintes. Alors, c'est des fossiles qui font 40 cm de long, les voilà. Et ces fossiles qui font 40 cm de long, alors des gastéropodes de 40 cm de long, voilà. Il n'y en a pas beaucoup. C'est Campanile giganteum, c'est le banc avérin des calcaires du Lutétien moyen. On le connaît très bien, c'est une super pierre de construction. Et là, vous en avez plusieurs dans des blocs de l'Antiquité. Le problème, c'est que dans la région de Reims, le banc avérin, il est là. Voilà, il est quelque part par là. C'est un banc de 30 cm d'épaisseur. Mes blocs romains, ils font 1 mètre d'épaisseur. Et puis nous, par ici, ils sont très moches, on ne les voit pas. Sauf si on va du côté de Damery, si on va vers Chamery, Courtagnon, où là, vous avez une couche un peu spéciale. Et cette couche spéciale, c'est ce qu'on appelle le tuffeau de Damery. Et l'endroit où on peut le voir le mieux à l'heure actuelle, c'est la cave aux coquillages à Fleury-la-Rivière. Et là, vous voyez les séries de géants, les Campanile giganteum, avec leurs coquilles préservées. Et ce n'est pas non plus ce que j'ai dans les blocs antiques. Donc on a fait du terrain, et avec les collègues, donc là c'est à Glenn, dans le cadre d'un autre projet de recherche, mais on avait effectivement des affleurements avec des bancs épais, des bancs qui mesurent, comme par hasard, plus d'1 mètre d'épaisseur. Donc là, ça commence à convenir. Et si on va dans le Soissonnais, si on va dans les plateaux du Lannoy, si on va dans le chemin des Dames, eh bien on se rend compte qu'on a les empreintes, des mêmes empreintes, les mêmes fossiles, avec le même type de conservation. Et quand on regarde la roche au microscope, on se rend compte que c'est à peu près la même. Alors, je ne vais pas vous dire où sont les carrières romaines ici. C'est la zone du chemin des Dames, ça a un peu bougé depuis. Mais on sait qu'il y a des carrières romaines au niveau du chemin des Dames. On sait qu'il y a des carrières romaines qui vont, par exemple, du côté de Laon. Et on pense très sérieusement que ça vient de par là. Toute la pierre de construction romaine à Reims vient de plus de 35 km. Et en plus, on est à 90 degrés des voies navigables. Donc, c'est probablement venu par la route. Alors, c'est du romain, c'était mieux le romain. Enfin, ou alors, de toute façon, ils avaient des esclaves qui bossaient pour eux aussi. Il ne faut pas oublier que quand le coût de la main-d'œuvre il est nul, d'un seul coup, ça change 2-3 choses.
Et puis, la statuaire, les pierres changent totalement au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on a des pierres qui changent totalement, sauf quand on récupère des blocs romains. Pas oublier, hein, le remploi, c'est très important à Reims. Et donc là, une pierre très fine, avec un calcaire très fin pour plutôt le XIIe siècle. Et à partir du XIIIe siècle, la pierre type Courville, Hermonville et autres. Et quand on regarde les provenances, eh bien, les deux pierres ne viendraient peut-être pas tout à fait de la même zone. Mais celle-là, on sait à peu près. Celle-là, pour l'instant, je peux vous dire, c'est un grand mystère. On va travailler dessus en ce moment un petit peu, mais on ne sait pas vraiment très bien d'où vient la pierre du XIIe siècle, la pierre romane. Celle-là, on la cherche. Et puis, ben là, c'est la galerie des rois de la cathédrale de Reims. Eh bien, la pierre, en fait, c'est pas du tout de la pierre locale. C'est de la pierre de Savonnières. Vous savez, la fameuse pierre qui vient d'à côté de Saint-Dizier. Donc là, on est encore plus loin. Puis, on me dirait, bah, c'est normal. Plus le temps avance, plus on va chercher les pierres loin. Ouais, vous avez presque raison. Si on regarde les pavés de Reims, alors ceux-là, si jamais vous ressortez, bah, j'espère que vous allez ressortir, si quand même, un moment. Quand vous sortirez, peut-être que vous croiserez ces deux pavés. Alors, c'est des pavés du 19e, 20e siècle, à Reims. Ils sont juste à côté de la médiathèque, dans la rue qui part à côté de la médiathèque. Je ne vous dis pas exactement où. Là, c'est des magnifiques griffés, c'est des huîtres, c'est des calcaires à huîtres. Et là, c'est carrément un bout d'ammonite. Donc ça, c'est des calcaires du Jurassique. Et ces calcaires du Jurassique, c'est la pierre de Romery-Saint-Laurent. Et ça vient des environs de Charleville-Mézières. Ils remplacent ces pierres-là, remplacent les pavés traditionnels de Reims à partir du moment où il y a la ligne de chemin de fer et le canal qui s'ouvre. Avant le canal, avant le chemin de fer, on utilise plutôt des grès. Donc on a des pavés en grès qui viennent notamment de la butte de Brimont. Classiquement, tous les pavés médiévaux ou pré-industriels à Reims, c'est des pavés en grès qui venaient de la butte de Brimont ou alors du massif de Saint-Thierry. À partir du moment où ouvre la ligne de chemin de fer et le canal, ne me demandez pas lequel des deux, hein, parce que les deux ils ouvrent à 50 différences et je ne suis pas capable de... C'est pas marqué dessus, une pierre, je vous rappelle, ça ne parle pas. Eh bien, à partir du 19e, c'est la pierre de Romery-Saint-Laurent qui est utilisée. Puis maintenant, vous connaissez ces magnifiques pavés de Reims, bienvenue dans les pierres du Rajasthan. C'est les pierres qui font quasiment tous les pavages du monde entier à l'heure actuelle. Moi, j'ai refait un peu une recherche là, c'est 3 millions de personnes. À l'heure actuelle, c'est 3 millions de personnes qui travaillent pour faire ces pavés-là parce qu'on n'est pas fichu de les faire chez nous. En sachant que sur les 3 millions de personnes, il y a 10% d'enfants. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour faire parler les pierres? Qu'est-ce que les pierres peuvent raconter? Bon, on peut leur faire dire beaucoup de choses. Elles sont le reflet de l'histoire des constructions, des techniques constructives, de l'altération. Donc là, une petite gargouille rigolote typique Viollet-le-Duc de la cathédrale de Reims. Viollet-le-Duc n'a pas que sévi sur la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et les animaux fabuleux de la cathédrale de Reims sont moins connus, mais on en a quand même. Puis là, regardez les lichens. Eh bien, des lichens, comme ça, c'est des pièges à pollution. Et puis les croûtes noires. Les croûtes noires sont comme ça des enregistreurs de pollution. Et on pourrait comme ça reconstituer l'évolution pas forcément du climat, mais de la pollution en ville, par exemple. On pourrait aussi regarder l'évolution des techniques de construction, des courants artistiques, les crises, les passés, etc. Puis on pourrait s'intéresser à la restauration de la pierre. Et pour terminer, je vais vous parler d'un cas très, très, très emblématique, le plus emblématique de la cathédrale. Alors pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, pourquoi l'ange au sourire est devenu le symbole? Pourquoi il est devenu l'ange de Reims? Eh bien, à cause de ça. Voilà. À cause du fait qu'il était sauvagement décapité par une poutre, qui a emporté les bras aussi, enfin les mains. Il y a une main qui manque, qui n'a pas été reconstituée. Donc, la tête que vous voyez là n'est pas la tête du Moyen-Âge. C'est une tête qui a été reconstituée à partir des morceaux précieusement récupérés en 1914 lors de la destruction de la cathédrale, effectivement, par les bombardements. Et c'est justement parce que cet ange avait été décapité qu'il est devenu un symbole. Il est devenu un symbole de la lutte pour récupérer la patrie, le terrain, etc., etc. Un symbole un peu nationaliste, mais on était en période de guerre quand même. Donc, on peut comprendre le nationalisme en temps de guerre. Et donc, Reims, l'ange au sourire, c'est à partir de là, vous pourrez en rediscuter avec M. Demouy si vous voulez pendant à peu près 2 jours, je pense qu'il est intarissable sur le sujet, intarissable et intéressant,
eh bien, c'est là que l'ange au sourire, cet ange parmi les autres, devient le symbole de Reims et devient effectivement un symbole. Parce qu'effectivement, des pierres, au départ, ce n'est qu'un bout de caillou, et à la fin, ça peut devenir un symbole. Merci de votre attention.